Comment ne jamais se blesser les épaules, ne plus jamais se blesser les épaules? Moi, si tu suis un peu ce que je fais sur les réseaux, tu verras que ça fait à peu près 3 4 mois, tu vois, que, je m'entraîne tous les jours en push. Tous les jours ou quasiment tous les jours, tu vois? J'alterne entre de l'overhead press et de la dips. Évidemment, plein de variantes des 2, hein, je vais pas faire que de l'overhead press de base et de la dips de base, sinon ça ferait, des mois où je serais blessé. Mais voilà, malgré cette fréquence colossale en push, j'ai absolument aucune douleur d'épaule, aucune gêne, rien du tout. Alors que j'en ai déjà eu à d'autres phases de mon entraînement où justement j'avais beaucoup moins de volume sur le push et où je m'entraînais beaucoup moins intensément. Il y a plusieurs raisons qu'on pourrait citer pour ça, au-delà des raisons de programmation de base, pour lesquelles je te référerai à toutes mes vidéos sur la périodisation concurrente. Donc là, tu auras une playlist en description sur le sujet. Voilà, si tu n'as pas les bases de comment bien t'entraîner en tant que personne qui a passé la phase novice de l'entraînement, bah, c'est important d'apprendre à mieux s'entraîner. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, j'ai cité toutes les raisons en termes de choix d'exercice, variante amplitude et quelques facteurs externes, pourquoi pas, qui te permettront justement de ne plus jamais te blesser aux épaules tout en continuant à progresser de manière très importante en push. Pour te donner un ordre d'idée, sur ces 3 mois, je suis passé d'une dips à 125 à une dips à 140 kg. Je suis passé d'une overhead press assis à 90 à une overhead press assis à 110 kg, debout à 80 à 100 kg, d'une dips au slingshot à 140 à une dips au slingshot à 180 kg. Et toutes ces performances-là, je les ai fait sans le moindre gramme de dopage, n'en déplaise aux rageux. Et en fait, tout simplement, en m'entraînant bien, mangeant bien, dormant bien. Donc oui, c'est possible. Et en plus de ça, c'est possible sans se blesser. Donc aujourd'hui, on va voir 4 facteurs. Le premier, ça va être les amplitudes de mouvement, des amplitudes extrêmes. Il y a beaucoup de mouvements que je vais faire, beaucoup de variantes que je vais faire, où je vais utiliser des amplitudes très très importantes. Le premier qu'on pourrait citer, ça va être la dips ATG, la dips full ROM, tu l'appelles comme tu veux, qui va avoir un énorme rôle de conditionnement sur tes épaules évidemment, mais aussi sur tes tendons pectoraux et évidemment sur ton triceps. C'est ce que tu pourrais appeler un mouvement de bodybuilding pur, même si moi c'est pas dans cet objectif-là particulier que j'en fais, dans le sens où tu vas avoir une amplitude importante, un potentiel de surcharge important, avec une technique correcte, une stabilité très bonne. Hein. Voilà, ceux qui disent que la stabilité est mauvaise sur les mouvements de poids de corps ou de poids libre, vous ne vous êtes juste pas assez entraîné avec, ça ne demande pas un apprentissage important, surtout pour cette variante-là. Donc voilà, si tu veux être stock, la dips en amplitude complète, c'est vraiment une absolue masterclass. Moi je te la recommande. Personnellement, étant plus axé force, je vais pas la programmer très régulièrement parce que c'est une variante qui va te demander beaucoup au niveau articulaire, tendineux, etc. Comme elle t'apporte beaucoup, qu'elle te conditionne beaucoup, elle va aussi te demander beaucoup. Au niveau capacité de récupération, ça va être un peu réduit. Mais si c'est sur du upper-lower 2 fois semaine, tu peux clairement te permettre de l'avoir dans ta rotation. Et c'est clairement ce que je te recommande. À quoi tu peux t'attendre en termes de performance sur une dips full ROM? Tu vas perfer beaucoup moins qu'en dips normal, en particulier si tu as une technique de street lifter assez optimisée et tout ça. Personnellement, quand j'avais une dips à 125, j'avais une dips full ROM à 115. Mais je suis une anomalie, c'est-à-dire que je suis très fort en amplitude complète, moins qu'en amplitude partielle. Ce qui s'est un peu modifié depuis parce que j'ai fait moins de dips en full ampli, ou avec des charges moins élevées, et plus de dips en amplitude de street lifting, en amplitude entre guillemets partielle. À quoi tu peux t'attendre, toi, en termes de performance? À peu près ce que je t'ai dit, peut-être moins. Donc, par exemple, si tu as une dips à 125, tu peux plutôt t'attendre à une dips à 110 ou à 105, je pense, en amplitude complète. En dehors de ça, ce que je te recommanderais, moi, c'est de ne pas en faire en force, du moins au début. Comme ça, demander beaucoup de conditionnement, les risques de blessure sont un peu accrus aussi. Évidemment, en tant que naturel, tu as moins de chances de te blesser, mais bon, faut pas titiller les trucs pour rien, tu vois. Faut juste s'entraîner un minimum intelligemment, viser la progression à long terme. Et dans ce but-là, moi, ce que je te dirais, c'est vraiment d'en faire au début sur ta séance volume de préférence, donc au poids de corps. Tu vas faire des séries de 20, 30, 40 reps ou lester dans la range de 10 à 20 kg. Et pareil, je te dirais de ne pas commencer cette variante probablement avant d'avoir une vingtaine, une trentaine de dips normales, ou d'en faire délester à l'élastique ou délester à la machine qui te permet de délester sur les mouvements de poids de corps. Voilà pour les dips. Cette variante-là, elle te permet vraiment d'avoir un meilleur
ratio, je dirais, stimulus-fatigue, si ton but c'est vraiment le bodybuilding. Donc c'est une très très bonne variante. En amplitude d'extrême, ensuite, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir dans le cas de l'overhead press, donc encore une fois pour les épaules, tout ce qui va être behind the neck press, parce que la behind the neck press va te demander une très forte rétraction d'épaule, rétraction scapulaire, excuse-moi, et en fait une position assez extrême niveau étirement pour, pour tes épaules. Donc ça pareil, je la recommande absolument. J'ai même vu certains, comme Alex Leonidas, en faire avec des barres de spécialité qui étaient un peu courbées, tu vois, et du coup qui faisait que tu avais encore plus d'amplitude, que tu étais obligé de descendre encore plus. Et ça, c'est vraiment une variante qui va te permettre de utiliser moins de charge, donc avoir moins de fatigue totale sur ton entraînement, moins de fatigue nerveuse, mais de quand même progresser, de quand même avoir un énorme stimulus musculaire. Donc dans mon cas, vu que j'ai un peu une technique de bourrin aussi sur mon overhead press de base, ça me permet vraiment d'avoir un mouvement beaucoup plus clean, beaucoup plus droit. C'est-à-dire que ton chemin de barre va être beaucoup plus facilement droit avec de la behind the neck press, parce que de toute façon, il y a ta tête qui bloque, tu vois, donc t'as pas trop le choix. Et c'est vraiment une variante que je recommande énormément. Avec la behind the neck press classique, tu vas avoir d'autres variantes, comme par exemple la clock of press, qui va te mettre dans une position beaucoup plus large, et pareil, qui va aussi avoir des avantages. De toute façon, rien que d'un point de vue rotation d'exercice, ça reste intéressant. Moi, personnellement, je me la programme, et j'utilise régulièrement. On nous a beaucoup fait peur dans le milieu muscu avec ouais, si tu fais de la behind the neck press, tu vas t'abîmer les épaules à cause d'usure, machin. Ça, c'est des connaissances qui sont hors de date. C'est des conneries, faut pas vous y référer. Les anciens de la Silver Era et même d'après qui utilisaient ces mouvements énormément euh, se blessaient beaucoup moins aux épaules que ça arrive aujourd'hui. Voilà, c'est tout simplement un gage de qualité. Peut-être qu'en théorie, il y a des petits indicateurs comme quoi ça pourrait favoriser la blessure, mais en pratique, c'est pas du tout le cas. Et on le voit aussi avec la science qui évolue que les structures s'adaptent. Je vais quand même te donner quelques recommandations pour ces mouvements-là aussi. Behind the neck press, clock of press, commencer avec des plus hautes reps, accepter aussi de mettre des charges moins lourdes, éviter un peu d'égolif, parce que si t'égolif sur ces mouvements-là, ça peut être un peu terrifiant. Évidemment, une fois que tu deviens très très proficient sur ces mouvements, donc la clock off, la behind the neck press, la behind the neck press je le recommanderais moins, mais la clock off c'est possible, tu peux même les faire en push clock off press, en push behind the neck press, donc là tu augmentes un peu la fatigue axiale, mais aussi la charge que tu vas pouvoir soulever et donc le stimulus. Voilà, tu as vraiment énormément de possibilités avec ces mouvements-là. Donc fais-en usage. Une dernière variante un peu bonus, un peu plus pour la blague qu'autre chose, mais en vrai qui est pas mal, que je fais avec une fréquence très basse, donc j'en fais à peu près une série toutes les 2 semaines. Voilà, vraiment pas beaucoup. C'est le mouvement de l'albatros. Donc l'albatros, ça va être un mouvement avec une barre, tu vois, où tu vas carrément aller chercher derrière sur une base de clock of press. Et ça, au niveau mobilité d'épaule, c'est phénoménal. Faut faire gaffe au niveau poignet, faut vraiment se conditionner très lentement sur l'exo. Je sais qu'il y avait Runge Training Man sur Instagram qui avait fait un tuto pour s'y adapter, où il te conseillait en gros de commencer avec un balai avec des petits poids, puis progressivement d'augmenter. Et franchement, je vous dirais de suivre ses recommandations à lui si vous voulez commencer ce mouvement-là. Je le considère pas comme un mouvement essentiel, mais il peut être utile. Et si tu as vraiment envie d'avoir une grosse fréquence sur tes épaules, le faire de temps en temps, ça peut avoir des petits bonus au niveau conditionnement. Donc maintenant qu'on a vu le premier point, donc les amplitudes extrêmes, très très important, hein. Vraiment je veux insister là-dessus, arrêtez d'avoir peur des amplitudes extrêmes, conditionnez-vous dessus, devenez fort dessus, et même au niveau gain musculaire, vous allez voir à quel point c'est phénoménal. Ça va être de tout isoler, le deuxième point. Tout isoler, toutes les fonctions de l'épaule, faut les isoler. Est-ce que tu as besoin de tout isoler dans ton programme à la fois? Non, là je vais me répéter avec d'autres vidéos dans la playlist Pério Concu, hein, mais tu peux tout simplement faire 2 exos d'épaule d'isolation sur tout ton programme, et toutes les 3 semaines tu fais ta rotation d'exercice, et là tu passes à d'autres exos. C'est d'autant plus important sur les exos de conditionnement et d'isolation que bah, ils vont être protectifs aussi pour tes gros exos, tu vois. Donc quand je te dis tout isoler, c'est vraiment tout. Tu vas faire de la rotation interne. La rotation interne, souvent on ne te recommande pas de la faire parce qu'on te dit non mais tu la travailles déjà assez en faisant des mouvements de développé couché, de dips, etc. Mais ça a beau être un peu vrai, tu gagneras toujours à isoler un groupe musculaire que tu as envie d'avoir plus résilient. Et là, dans l'épaule, la rotation interne, elle est très souvent négligée. Pour moi, c'est une bêtise. D'autant plus que ça pourrait avoir un certain transfert
sur d'autres exos type muscle up, etc. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des Kimura raise debout. Donc là, la Kimura raise debout, c'est où tu vas juste chercher le maximum derrière, et tu fais ça. Amplitude très réduite. Tu peux le faire allongé, comme moi je le fais sur un banc. Tu peux le faire aussi un peu type Hellfly, en étant pareil, allongé sur un banc. Tu peux aussi le faire à la poulie, donc de la rotation interne à la poulie, où là tu auras la meilleure amplitude, et c'est pour moi probablement une des meilleures variantes pour travailler la rotation interne. C'est celle que je programme le plus souvent à mes coachés, avec la rotation interne, allongée sur le banc. Donc voilà, premier élément, rotation interne. Ensuite, rotation externe, ça c'est évident. Tu fais énormément de rotation interne, comme on l'a dit, déjà avec tes mouvements de push. Si en plus tu l'isoles, va falloir mettre un petit peu plus de volume sur ta rotation externe. Donc là, ça va être rotation cubaine, Hellfly allongé sur un banc, Hellfly à la poulie. Voilà, au moins une de ces variantes-là sur tes cycles d'entraînement, c'est vraiment, vraiment important. Après la rotation externe, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les élévations. Élévation latérale, élévation frontale, élévation vers l'arrière, donc oiseau. Très très basique. Je pense que si tu es un peu un body, tu en as déjà dans ton entraînement. Mais si tu es plutôt dans le milieu force, tu les as peut-être négligées. Elles sont moins importantes pour moi que rota interne, rota externe, de ce que je vois dans les gens que je coach. Mais c'est aussi quelque chose d'individuel, donc il faut que tu vois en fonction de tes propres faiblesses sur différents mouvements. Mais voilà, dans tous les cas, je te recommanderais de les avoir au moins une fois de temps en temps dans ta rotation d'exercice. Voilà, élévation latérale, peu importe la variante que tu utilises, que ce soit halter, poulie, arrière, je m'en fous. L'important c'est que tu en aies une. Pareil avec les élévations frontales et pareil avec l'isolation de l'arrière d'épaule. L'isolation d'arrière d'épaule d'autant plus importante. Ensuite, tu vas être tout ce qui va être mouvement au-dessus de la tête. Donc tout ce qui va être mouvement au-dessus de la tête, ça va être les trucs en overhead. Donc si tu fais déjà de l'overhead press, tu en prends déjà un peu soin et c'est déjà très bien. Pareil, bien the neck press, clock of press, tout ce qui va être, tout ce qui va permettre d'avoir ton épaule dans une position différente au-dessus de la tête, ça va être intéressant au niveau conditionnement. Donc ça, très 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 important. Au-delà de l'isolation, on va avoir un troisième point qui va être la décompression et les mouvements inversés. Là, je t'en ai mis deux en un, petit bonus, c'est cadeau. La décompression, c'est quoi? La décompression, c'est pas que pour le bas du dos, tu vois. T'as sûrement vu plein de vidéos de mecs qui faisaient de la décompression lombaire, soit avec les machines où ils se mettaient à l'envers, ou qui disaient de faire de la décompression pour les lombaires en t'accrochant une barre. Mais quand tu t'accroches à une barre, tu fais aussi de la décompression du coude et de l'épaule. Donc, pour la santé du coude et de l'épaule, ça va être un très bon bonus. Ça va permettre d'amener plus de liquide synovial dans tes articulations et de mieux les huiler, en gros. Et niveau long terme, récupération, et même court terme, récupération court terme, ça peut être très 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 bénéfique. Donc ça, je te le recommande énormément. Surtout que ça te coûte absolument rien. Tu as juste à t'accrocher une barre et voilà, tu vois, à patienter. Ça te permettra récupération lombaire, décompression pour le squat, le deadlift, tout ça, épaules et coudes, qui sont quand même des articulations qu'on aime bien garder en bonne santé pour être fort, performant et continuer à prendre de la masse sur les années. Après, qu'est-ce que j'entends par mouvement inverse? Quand tu fais une overhead press comme ça, tu fais une traction comme ça. Si tu fais une overhead press large, fais une traction large. Pourquoi? Quand on parle de déséquilibre musculaire qui cause des blessures, c'est pas que tu as besoin d'avoir la même force dans un mouvement que dans l'autre, en rotation interne et en rotation externe par exemple. Ça n'a pas de sens. Tes muscles de rotation interne par exemple sont beaucoup plus forts que tes muscles de rotation externe. Par contre, le fait d'avoir un de ces muscles-là qui est complètement sous-développé, c'est-à-dire que tu ne travailles jamais, ça peut te causer des blessures. Généralement, on remarque aussi ça de manière plus empirique. J'avoue que j'ai pas de données pour appuyer mes dires, mais moi c'est quelque chose que je remarque dans les gens que je coach et même dans ce que je consomme niveau littérature sur l'entraînement, etc. C'est que quand tu fais un mouvement, un truc qui est très protectif pour ne pas te blesser sur ce mouvement, c'est faire le mouvement inverse. Donc c'est-à-dire, comme je te l'ai dit, overhead press serré, traction, pronation serrée, overhead press large, traction, pronation large, behind the neck press, traction derrière la nuque, etc. etc. Donc ça, voilà, pareil. Alors, t'as pas besoin d'avoir le mouvement exact inverse. Si tu fais des tractions supination serrées et que tu fais de l'overhead press serré, ça peut être suffisant, tu vois. Mais essayer globalement d'avoir des patterns qui s'inversent, ça peut être pas mal au niveau entraînement. Pareil, t'as pas besoin de les avoir dans le même cycle d'entraînement dans ta rotation. C'est juste, faut que ce soit là à un moment ou l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les hauts reps à l'élastique. Les hauts reps à l'élastique, ça s'explique tout seul, hein. Je t'en ai déjà parlé pour les coudes. Je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, en vrai, je pense. Mais c'est vraiment
incroyable pour te conditionner au niveau tendineux. Faire des séries de 100 explosifs, ça permet une chose qui est d'amener du sang en fait aux tendons. Les tendons sont beaucoup moins irrigués en termes de vaisseau sanguin que les muscles, et c'est pour ça que c'est plus dur en fait de leur amener, tu vois, du flux sanguin. Donc le fait de faire de la plio, des choses qui déjà vont envoyer un gros stimulus à ton tendon, de par l'explosivité, tu vois. Et en plus de ça, qu'avec des très hautes reps, du coup à l'élastique, tu sois pump et que ce pump amène plus de sang au tendon, ça te permet une bien meilleure récupération tendineuse. Et ça, vraiment, en pratique, c'est fou, tu vois. Moi, je m'étais blessé, je m'étais fait une douleur au coude assez importante, à vrai dire. C'est-à-dire que vraiment, j'avais fait une dips au slingshot, tu vois. J'en ai parlé sur mon Telegram privé. Une dips au slingshot, à 160 kg, j'avais fait 5 reps. Et en fait, sur la redescente, j'avais pas réussi à prendre la box derrière moi, enfin à prendre les trucs que j'avais mis derrière moi pour poser mes pieds. Et du coup, j'ai fait une sorte de comme ça d'un coup, tu vois, sur la barre. J'ai eu l'impression d'avoir testé une Impossible Dip à 160 kg en fait. Le résultat, c'est que j'ai eu super mal au coude à peu près le lendemain ou le surlendemain. Vraiment douleur à 6-7 sur 10 au niveau tendineux. Et 9 jours après, tu vois, la douleur, elle était déjà descendue à 1 ou 2 sur 10, voire des fois 0 sur 10 hors entraînement. Juste, pas juste parce que j'ai fait d'autres choses, mais en vrai principalement parce que ça m'est déjà arrivé dans d'autres circonstances, parce que je faisais tous les jours plusieurs séries de 100 à l'élastique dans différents angles articulaires pour mes coudes. Donc que ce soit serré, ouvert, au-dessus de la tête, etc. Et là, pour les épaules, ce que je te recommande, c'est exactement la même chose. Donc ça va être les pull apart, bande pull apart. Alors j'ai pas l'exo en français, je t'avoue, mais en gros, pour l'arrière d'épaule, une amplitude assez réduite, et aussi d'ailleurs pour les scapulas. Ça va être pareil, rotation cubaine, rotation interne. En vrai, tu peux le faire avec plus ou moins tous les exercices, je pense, que je t'ai dit aujourd'hui. Ça peut même être avec de la behind the neck press, avec de l'overhead press, etc. Dans tous les cas, ce sera bénéfique. En plus de ça, au niveau coût, en termes de fatigue, c'est très bas, tu vois. L'idée, c'est vraiment que tu sois juste un peu pump. Le but, c'est pas que l'exo devienne difficile. Il faut vraiment que tout le long des 100 reps, tu puisses être très rapide et très explosif. On ne veut pas de ralentissement des reps. C'est vraiment juste un bonus, tu vois, une méthode de récupération active que tu peux faire en plus de ton entraînement. Tu peux le faire à la fin de ton entraînement, tu peux le faire si tu t'entraînes le matin, le soir, ou si tu t'entraînes le soir, le matin. Dans tous les cas, ce sera très très efficace. Tu peux me croire sur parole pour le coup. Et j'avais dit qu'il y en aurait 4, mais au final, je vais te donner un petit cinquième, un petit bonus sur le conditionnement des épaules. Ça va être de faire attention à tes scapulas. L'anatomie de l'épaule, évidemment, elle est très intriquée avec ton dos et avec, en particulier, tes scapulas, tes omoplates. Tout ce qui va être shrug, shrug inversé, Y-raise qui vont te travailler le bas des trapèzes. En fait, tout ce qui va être autour de cette zone-là, du haut du dos, va aussi avoir un rôle et une importance pour l'épaule. Et si tu te blesses l'épaule alors que, globalement, tout dans l'épaule va bien, ce qui peut arriver, ça peut être causé justement par des scapulas trop faibles ou autre chose dans ton anatomie. Donc moi je te recommanderais justement, en particulier, Y-raise. Ça revient un petit peu avec le fait de faire du travail overhead évidemment, mais ça va quand même être bénéfique même si tu fais déjà de l'overhead press, la behind the neck press, etc. L'U-raise, pareil, très très bon exercice. Et il y a plusieurs autres exercices que je t'ai déjà cités qui ont ce rôle-là aussi. Les pull apart, le oiseau. Le oiseau, ça fait pas que l'arrière d'épaule, ça fait un peu aussi, vu que tu vas rétracter tes scapulas, tous les muscles qui vont servir justement à la rétraction scapulaire. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu vas en tirer de la value, que tu vas arrêter de faire des conneries dans ton entraînement et de te blesser les épaules pour aucune raison. N'hésite pas, si tu veux m'aider à percer, à lâcher un petit commentaire, lâcher un petit like, à t'abonner, pour que je puisse apporter de la vraie value en muscu à plus de gens. Voilà, je trouve que c'est pas assez fait dans le fitness FR. Donc donnez-moi de la force et passez à tous une excellente journée les frérots. Je vous fais des gros bisous.